des lean ambassadeurs qui sont moins de connaissances que les lean champions et qui vont être d'un service plutôt pour parler du lean, challenger un petit peu, être présent. Et des lean champions, le nombre qu'on en a, j'en sais absolument rien. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait avoir peut-être, je sais pas, ouais, une centaine, un peu plus. Voilà, et puis on essaie de nous faire des réseaux de lean champions et de gens qui soient intéressés au lean. Donc on a par exemple Sabrina qui est lean champion du site de Rousset. Et on peut avoir des lean champions un peu en mode gigogne aussi, c'est-à-dire des gens qui sont lean champions d'une organisation, et puis à l'intérieur de l'organisation, il y a un lean champion d'un service par exemple. Voilà. Donc on va dire que c'est des experts du lean en fait. D'autres questions? Moi j'en ai une pour toi, Raphaël, une question. Comment toi tu t'es développé personnellement avec le lean? Moi je suis tombé dans le lean avant le coaching, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire du lean il y a, ouais, je sais pas, je te parlais d'une VSM, ça devait être en 2007. J'ai fait la première formation de coaching en 2012. En fait le lean, moi ça me permet de me recentrer, parce que le développement des gens, je pense que c'est indispensable, mais pour moi, ça va être au service de quelque chose. C'est-à-dire que la théorie, c'est bien, mais en vrai, il faut mettre en pratique. Et je trouve que le lean, c'est quelque chose qui est éminemment pratique. Et moi, j'ai envie, avec le lean, par exemple, quand je fais un coaching d'équipe, d'être dans du minimalisme, en fait. Et je pense que c'est le lean qui me l'amène, ça. De vraiment, moi, je porte tendance à parler pendant une demi-heure devant un groupe de gens. Oups. Et je veux dire que quand je fais du coaching, j'ai plutôt envie d'être vraiment sur quelque chose qui est un petit focus laser, avoir des instructions qui soient minimalistes, pour laisser toute la place en fait aux gens. Et cette espèce de sobriété heureuse, c'est un peu le lean qui me l'a appris, je crois. Ça se concentre beaucoup du côté droit. Hein, on est inspiré de ce côté. Je peux venir de l'autre côté avec le micro si vous voulez, excuse-moi. Moi, Raphaël, j'ai beaucoup aimé les KPI. Je voudrais bien que tu nous en donnes un ou deux exemples. Est-ce que, par exemple, quand tu dis le standard, enfin, la cale, c'est le foutez-moi la paix, ça, c'est un KPI ou pas? Non, ça, c'est mes délires à moi, ça, donc c'est pas un KPI. Non, les KPI, c'est vraiment de dire quels sont les comportements qui vont nous permettre d'avoir de la performance. Et donc, ce qu'on a, généralement, voilà, les 10 que j'ai montrés, c'est est-ce que je suis centré sur moi ou centré sur le client? Est-ce que je résous des problèmes en mode comme ça, ou est-ce que j'ai une méthode? Est-ce que je suis dans de l'émotivité et puis on gueule un bon coup, ou au contraire je suis dans du factuel et je suis drivé par une stratégie? C'est vraiment ça. Donc les équipes, généralement, les feedbacks qui reviennent le plus souvent, ça va être d'aller faire du Gamba, de faire des feedbacks, et d'avoir un lien avec le client, souvent parce que les gens s'éloignent de leur client, donc c'est d'aller prendre contact avec le client, et surtout le KPI, c'est vraiment pas c'est pas des actions en fait. Un jour j'étais avec un groupe, il dit voilà, il faut absolument qu'on soit dans le knowledge sharing. Il commence à dire ouais, alors on va faire un truc Excel avec des réunions toutes les semaines et machin, etc. Je dis mais ça c'est un plan d'action là. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? Je dis mais un comportement. Il voit pas, je dis ben, ok, tu vas au café, ben, tu parles de lean. Mais c'est nul, bah, c'est nul. Si tu parles tout le temps du lean, ça va être un peu pénible. Mais de temps en temps, si tu as le réflexe quand un collègue te parle de son problématique de dire est-ce que je peux faire du lean, et finalement ces gens-là ils ont décidé d'aller manger, c'est une vingtaine de lean champions sur un site italien, ils vont manger une fois par mois au resto ensemble. Et là ils parlent du lean, et ils se renforcent en fait, parce qu'ils s'encouragent les uns les autres. Et ça fait partie de leur KPI de dire ok, on y va, et on s'engage à le faire. Bonjour Raphaël, merci pour la présentation et votre expérience. Je voulais savoir pour le co-développement s'il y avait une capitalisation. Alors je suppose que c'est intervenu dans ta formation de coach et maintenant du coup au sein de ST quand c'est réalisé l'éco-développement. Est-ce qu'il y a une capitalisation justement de toutes ces sessions de co-développement? Parce que quand moi j'en ai fait du co-développement, c'était en one shot et puis après on ne marquait pas forcément sur une base de données, il n'y avait pas un rapport, un compte rendu où on pouvait les rechercher.
Alors, oui, très très bonne question. Le codeb, en fait, dans ST, c'est une pratique qui est un peu vieille. Moi, j'ai été formé en interne par des formateurs co-développement, et c'est une pratique qui se fait, par exemple, même dans des sites de production où on va mettre, par exemple, des managers d'opérateurs en co-développement pour vraiment échanger et grandir ensemble. Le co-développement, ça vient du Québec. Enfin, je peux peut-être de retour d'expérience sur le milieu hospitalier, où les gens ils avaient des choses un petit peu, des fois, lourdes à faire. Et donc, du coup, quand on a lancé ce co-développement avec des lignes champions, ça me paraissait intéressant de boucler la boucle et d'avoir du knowledge sharing qui soit fait. Donc, au départ, on demandait aux gens de remplir une espèce de PowerPoint style A3 et de le mettre sur un SharePoint, quoi. Ça marchait pas trop bien, donc là, maintenant, on le fait directement dans Yammer. Et là, ça leur prend 5 minutes. Donc, on dit aux gens, OK, si tu as vraiment trouvé des trucs intéressants, fais un post Yammer. On a un lien. Yammer, donc c'est un réseau entreprise Microsoft, un réseau interne, un réseau social. On a donc ce réseau ligne où il y a 650 personnes. Et les gens, en fait, postent pour partager. Du coup, on peut faire des recherches aussi. Donc l'idée, ce serait, pour moi, derrière, c'est vraiment de favoriser l'émergence de cette communauté, que les gens apprennent ensemble et partagent, en fait. Et je pense que le codeb, on modélise à 10 ou 15 personnes ce qu'on devrait faire à 600, mais il y a un facteur d'échelle qui est difficile à faire, surtout quand on est sur plein de pays dans le monde. Voilà. Bonjour. Moi j'ai travaillé dans l'automobile, j'étais PSA avant et j'ai fait du codeb, j'étais ligne champion ou équivalent. J'ai été coaché, donc tout ça m'a bien parlé, tout ce que tu as cité. Et dans cette entreprise-là et encore maintenant, ce que je rencontre, c'est la problématique de faire durer cette démarche, qu'elle soit auto-entretenue. Donc on a vu en effet le sens, les valeurs, le purpose. Ma question c'est comment chez ST vous entretenez ça au niveau peut-être des top managers, et avec eux qu'est-ce que vous faites en termes d'accompagnement pour que ça se diffuse et que ce soit pas qu'un mindset global, une culture de l'entreprise, mais que aussi les top managers soient vraiment croyants entre guillemets bien sûr, qui soient vraiment impliqués et qui soutiennent les lignes champions. Qu'est-ce qui a été mis en place chez ST? Ben écoute, moi je suis Merci de ta question. Pour répondre, en fait, c'est que je suis au milieu de l'eau là. C'est-à-dire que je suis entre deux berges. C'est-à-dire que ce que je vous montre là, on l'expérimente aujourd'hui. Moi, le poste que j'occupe, j'ai 2 ans d'expérience, 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, cette culture entreprise dans ST du Lean, elle n'y est pas complètement. C'est-à-dire que le top management, le directeur d'entreprise, oui, on remet des trophées Lean toutes les années à des gens, il sait que ça existe, il est pour, il est OK. Pour autant, moi je l'ai vu en petit comité de dire voilà, il faut améliorer nos processus pour plus d'efficacité. Je l'ai jamais vu prendre la parole devant toute la boîte et dire ouais, le Lean c'est super, allez-y quoi. Donc ça y est pas complètement, donc on est un peu en train de déployer ce Lean, parce qu'on déploie le Lean, ça a dû commencer le Lean dans ST, je sais pas, en 2007 ou 2008 à Rousset, à côté d'ici, à Aix-en-Provence, et ça fluctue quoi. Donc on est... Là, ce que je vous présente, en fait, c'est pas un tableau où c'est ouvert, en fait. Hein. C'est qu'on est en train d'expérimenter pour essayer de petit à petit que ça marche. Ça marche sur des organisations, mal sur d'autres. Les raisons, je les connais pas vraiment. Je pense qu'il y a de la culture, il y a des gens qui ont pas envie. Il y a une grosse croyance chez ST, c'est que le Lean, c'est que pour le manufacturing. Bon, je pense qu'elle est assez répandue, celle-là. Et là, il y a des gens qui se rendent compte que c'est pas vrai. Et je pense que le meilleur moyen de leur démontrer que c'est pas vrai, c'est de faire un chantier. Les gens leur disent, bah, regardez, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Ils font, ah oui, quand même. Et moi je crois à ça, je crois à ce bouche à oreille. Après, quand on est 48 000, le bouche à oreille, la machine à café centrale, elle n'existe pas. Donc il faut trouver des moyens de communication. Je pense que Yammer, c'est quelque chose que j'expérimente. Je pense que ça marche un peu, mais les top managers d'entreprise, ils sont un peu sponsors. Mais ils sont pas complètement sponsor, en tout cas, c'est pas crié sous les toits, en tout cas. Donc voilà, pour ta question, je suis un peu embêté parce que je suis un peu en phase d'expérimentation. Donc je te propose de se revoir dans 3 ans, où j'aurai plus d'expérience. Je crois qu'il y a une question par ici. Merci Julie. En fait, bonjour et merci beaucoup pour la présentation. Odile Cavalerie, je suis à la Poste.
Et en fait, c'était dans la continuité de la question posée par Lionel avant. C'était ce qui nous questionne aussi beaucoup, c'est les dirigeants, c'est le top management, et c'est comment, par rapport aux KPI qui m'ont aussi beaucoup intéressé, comment ils challengent les KPI. Donc, vous avez en partie répondu. Peut-être qu'il y a des expérimentations aussi là-dessus, parce que chez nous, par rapport à une des présentations que vous avez faites, où dans la transformation, en fait, j'ai retenu à peu près 20% qui sont, je sais plus, il y a 19 et puis 7% qui sont vraiment à fond, et on est à peu près dans cette dynamique, c'est-à-dire 20% qui sont dedans, mais et tous les autres, et il y en a, ils sont nombreux. Donc quelle est la posture des dirigeants? Vous avez déjà... Bon, la posture de dirigeant, elle est pas complètement neutre, elle n'est pas complètement à fond. Moi, j'ai eu la chance là, au mois de juin, j'ai fait un chantier sur un processus de toute la compagnie. Il y a le directeur de la boîte qui est passé et qui a dit voilà, ça c'est top parce qu'aujourd'hui, ST est en phase d'expansion. On ne peut pas se permettre de, chaque fois qu'on double quelque chose, de doubler les gens qui le font. Donc il a dit voilà, faites comme le manufacturing qui depuis longtemps a fait sa transformation, de dire il faut plus d'efficacité, et le lean c'est un moyen, c'est un très très bon moyen de le faire. Et moi, si simplement ça, il pouvait le faire lors d'un broadcast à toute la boîte, je serais super content. Voilà, donc j'ai la photo du CEO de la boîte devant le panneau, voilà, on fait un chantier lean et puis ce qu'il a dit, mais pour autant c'est pas enregistré, c'est pas diffusé. Donc voilà, c'est ça l'état de l'art, donc on joue avec ça, et on peut presque dire, voilà, et si les top management n'est pas partant, comment on peut faire? Je pense qu'on a des latitudes de faire ça peut-être à plus petite échelle et de convaincre par l'exemple et pas par le message qui vient d'en haut, quoi. On a encore le temps pour une question, mais après, vous verrez Raphaël à la pause, ne vous inquiétez pas, il ne part pas. Donc vous pourrez lui poser toutes vos questions. Merci pour la présentation. J'avais une question qui rejoint un peu ça, c'était est-ce que vous avez fait justement le retour d'expérience sur les sites pour lesquels le lean fonctionne, évolue et se diffuse, et ceux pour lesquels, en revanche, ça a régressé ou ça n'a même pas démarré? Alors, on n'a pas les root cause, par contre, on a un outil qui est intéressant, c'est que tous les années ou tous les 2 ans, en fait, on a un questionnaire qui est envoyé à tous les gens de l'entreprise, en fait, avec je ne sais plus combien, 80 questions. Et en tout cas, on a clairement corrélé qu'il y a certaines questions, notamment sur est-ce que mon travail a du sens, est-ce que les moyens que j'utilise, les process sont simples, etc. C'est clairement corrélé avec du lean. Donc on sait mesurer à peu près les organisations où il y a du lean, on voit les résultats il y a une corrélation qui est très nette dans ça. Après, les analyses de pourquoi des organisations qui faisaient du lean, ça repart, souvent c'est un peu lié à du management. Où à un moment donné, il n'y a pas le bon niveau de sponsoring, et du coup, ça ne dure pas. Pour moi, quelque chose au niveau du lean transformation qui va durer, c'est qu'il faut vraiment que ça parte avec les gens du terrain. Parce que si ça devient que du haut, c'est vite 200 gens qui disent ouais, on va faire un truc pour faire plaisir, et puis ça reste pas. Et si ça part du bas, des gens qui sont convaincus, à un moment donné, il faut des moyens, il faut de la communication. Et puis moi, des gens me disent, par exemple, ben voilà, on a un système de tracking de temps, on va faire du lean, on va s'améliorer. Dans quel cas je le mets? En 2 mots, comment j'explique à mon management que quand je bosse 4 heures par semaine sur un chantier, je vais gagner du temps après, mais il faut quand même que je le mette dans une case. Et si le management dit, écoute, moi j'en ai rien à cirer, tu fais ton opérationnel, ça durera pas longtemps. Donc il faut vraiment à un moment donné que les gens sur le terrain et le sponsor, les managers se rencontrent. Donc si ça se passe pas, ça dure pas. On peut démarrer avec l'un ou avec l'autre et pas les deux, mais dans le temps ça dure pas. Voilà. Juste un mot de conclusion avant de te remercier de passer à la suite. Merci pour vos questions. Merci pour cette présentation parce que merci Raphaël a pointé un truc du doigt super intéressant, super important. En fait, il vous parle de 2 choses au travers de sa présentation, 2 clés du lean que la plupart du temps on ne veut pas voir parce qu'elles sont compliquées à aller chercher. Au-delà des outils, des KPI, des brainstorming, des codev, enfin des moyens d'y aller, il vous parle de 2 trucs. Il vous parle de développer des gens. Et ça me fait penser à la présentation du sensei de mon sensei, Napashi Hayashi, qui disait « Commencez par implant awareness ».
commencer par mettre dans la tête des gens la conscience de la valeur, ce que tu disais, la conscience d'à quel moment je suis en train de perdre cette valeur. Et il vous parle d'un autre truc hyper intéressant qui parle de collaboration. Comment on fait parler les gens entre eux, comment on les fait collaborer à travers du codev, à travers le café, à travers... tous les moyens sont bons et j'ai envie de dire ce qui se passe chez ST se passe chez ST, mais ce qui se passe dans un autre contexte se passe dans un autre contexte. Donc c'est développer les gens en leur faisant prendre conscience d'un certain nombre de choses, et notamment de la valeur, et les faire collaborer. Merci beaucoup Raphaël. Merci à vous tous. Alors on va passer à la suite de ce programme. Merci pour l'énergie, en tout cas c'est important pour eux, les applaudissements et toute l'énergie sympa que vous mettez. On n'est pas hyper nombreux, donc du coup, et puis on se connaît, la plupart d'entre nous, donc c'est assez sympa comme atmosphère. Donc Nathalie Barange, viens au centre, c'est toi la star. Je vous présente Nathalie Barange de Trixel déjà. Pas possible de se retrouver au milieu comme ça. En fait, avec Nathalie, on se connaît depuis un moment. On essayait de se souvenir depuis quand on s'est connus à l'Institut Lean France, parce que Nathalie est membre de l'Institut Lean France avec moi. On fait beaucoup de trucs ensemble à l'Institut Lean France, donc du coup, on apprend à collaborer aussi. Ça fait le lien avec la présentation de Raphaël. Et donc, je vais peu parler de la suite, parce que vous allez voir, sa présentation, elle prend un aspect du Lean très différent, parce qu'on va rentrer dans le business. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est-à-dire que oui, c'est pour les people, c'est pour les gens, et c'est aussi à un moment donné pour avoir des entreprises qui produisent et qui fabriquent et qui commercialisent des produits qui ont du sens pour les clients, pour la planète, qui sont durables, etc. Et donc c'est tout le sujet sur lequel nous emmène Nathalie, et j'ai hâte de t'entendre. Merci beaucoup Nathalie, encore une fois. Merci Julie. Bonjour à tous, donc je suis Nathalie Barange, je viens de Trixel, de la région de Grenoble, et je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est développer le service après-vente grâce au Lean. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire quelques mots aussi pour vous présenter Trixel. Alors Trixel, c'est une joint venture entre Philips, Siemens et Thales, donc, qui est située à Grenoble. On est à peu près 430 sur le site. Et on conçoit, on fabrique et on assure le service après-vente de nos produits, qui sont des détecteurs numériques à rayon X. Donc en fait, c'est, pour vous expliquer un peu le produit, c'est un peu le même fonctionnement qu'un appareil photo numérique. Donc on a plusieurs gammes de produits, il y a deux exemples ici. On voit sur cette partie-là du coup des produits qui sont des produits statiques, donc c'est un peu l'équivalent, enfin ça prend des photos sous X. Donc c'est notamment des produits, par exemple là on voit un exemple de produit portable qui est directement amené par exemple des fois dans la chambre du patient, etc. Il y a des produits, une gamme aussi de produits dynamiques qui sont plus l'équivalent qui sont capables de prendre des vidéos sous X et qui vont aider le chirurgien dans tout ce qui est intervention ou salle chirurgicale. Donc en fait, nos clients, alors il y a les clients qui achètent nos produits, c'est ceux qu'on appelle les systémiers. Donc en fait, c'est ceux qui intègrent nos produits dans un système. Vous en avez un sur la photo en exemple. Donc en fait, c'est pas les clients utilisateurs, parce que nos clients utilisateurs, c'est les hôpitaux, c'est les radiologues, c'est les cabinets de radiologie, les manipulateurs radio, la maintenance, ceux qui font la maintenance dans les hôpitaux, etc. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on a plus de 100 000 produits en utilisation, et par rapport au service après-vente, on nous retourne à peu près dans les 2500 à 3000 produits par an.
Alors je vais me présenter aussi rapidement, ou au moins en tout cas mon parcours sur ces 10 dernières années, qui est vraiment lié au Lean. J'ai commencé à Trixel par faire du Lean Manufacturing, donc je me suis occupée de Kanban, de flux de production, de Kaizen avec les équipes, etc. Il y a 4 ans, j'ai basculé vers le Lean Engineering, donc toujours en tant que coach, Lean Engineering, mais aussi en tant sur un poste opérationnel en tant qu'ingénieur produit. Donc j'étais vraiment en relation avec les clients sur tous les problèmes techniques qu'ils avaient sur leurs produits. Donc là, ça a vraiment été, après l'expérience plus manufacturing, terrain, ça a été ma vraie première expérience en contact avec beaucoup les produits et les clients. Et très récemment, donc depuis février cette année, j'ai pris la responsabilité du service après-vente de Trixel. Donc ça a été aussi, du coup je suis vraiment passée d'un management transverse à un management en direct d'une équipe de techniciens SAV. Alors je vous ai dit que mon parcours était vraiment lié à celui au Lean, et tout au long de ce parcours-là, j'ai changé d'avis sur plein de points. Donc le premier point au niveau du Lean Manufacturing sur lequel j'ai changé d'avis, ça a été de me rendre compte que derrière chaque outil, il y avait une intention. C'était vraiment uniquement un point de départ. Au niveau du contact avec les clients et les produits, au niveau du Lean Engineering, le changement d'avis que j'ai eu, c'était que chaque plainte client est une opportunité d'apprendre ce qu'on ne connaît pas. Et j'ai à nouveau abordé mon nouveau poste en changeant d'avis. En tout cas, le Lean me l'a fait aborder d'une façon différente parce que du coup, j'ai commencé par les clients. Je n'ai pas foncé forcément tout de suite vers des solutions. Donc l'idée, c'était déjà de comprendre ce que je ne savais pas sur ce nouveau poste. Et ça m'a vraiment aidé aussi dans ma posture de jeune manager. Alors, un des challenges du poste, c'est développer le service après-vente. Alors, qu'est-ce que le service après-vente? Il y a un peu deux composantes, en fait. Il y en a une sur laquelle on était assez familier, c'était la notion de produit. Donc, le produit, c'est le diagnostic des produits qui nous sont retournés des clients, qu'on répare. Mais le service après-vente ne se limite pas à ça. Il n'y a pas que l'aspect produit, il y a aussi tout le service qu'il y a autour. Et là, c'est vraiment là le challenge de mon nouveau poste. Du coup, c'est passer d'une vue qu'on a très produit, réparation de produits jusqu'à présent, et chercher à développer tout ce qu'il y a autour, donc tout l'aspect service. Alors dans l'aspect service, on peut avoir plusieurs exemples en tête. Donc par exemple, ça peut être essayer de servir au mieux et d'aider au mieux nos clients dans leur propre stratégie SAV. Ça peut être proposer à la vente, par exemple, des produits reconditionnés. Ça peut être proposer des extensions de garantie, des accessoires qui puissent être utilisés avec nos produits chez les clients utilisateurs. Ça peut être aussi leur offrir de l'expertise ou de la formation de nos équipes d'experts pour comprendre les problèmes qu'ils ont sur le terrain, dans les hôpitaux, sur nos produits. Donc c'est vraiment tout ce service, toute cette partie service qui est la vraie exploration de mon nouveau poste. Je passe à la suite. Du coup, par rapport à ce nouveau challenge, un des premiers
point que j'ai eu à faire, c'est construire ma stratégie SAV. Donc là, j'aurais pu la construire en partant dans plein d'idées nouvelles, essayer de proposer autre chose que ce qu'on faisait. Je ne suis pas partie de là. Je suis partie, en tout cas, je l'ai construit façon A3 stratégie, que vous avez une photo à l'écran. L'idée, c'était vraiment de commencer à partir de l'analyse de la situation actuelle, de regarder quels étaient les KPI du SAV de l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et du coup, qu'est-ce qu'on a appris. Par exemple, en regardant un peu de plus près ce qui s'est passé l'année dernière, on s'est rendu compte, par exemple, qu'un de nos clients avait décidé d'arrêter un type de réparation sur un des produits qu'on lui livrait. Donc en fait, le fait de chercher à comprendre, on essaie de comprendre pourquoi, donc en appelant le client, en lui posant des questions, on a compris qu'en fait, sur ce produit-là, son système allait bientôt rentrer en fin de service. Donc en fait, il avait encore un service stock qui était important et donc du coup, il n'avait plus forcément besoin de l'alimenter jusqu'à la fin de service de son système et du coup, il commençait à nous demander d'arrêter de réparer certains produits. Donc c'est un vrai point de départ parce que du coup, on a contacté les autres clients, on a essayé de comprendre quelles étaient leurs stratégies par rapport à leur fin de service de leur propre système, quelle était leur stratégie aussi sur les autres produits. Et du coup, ce que ça nous a montré, c'est qu'il y avait vraiment un point de rupture. On était vraiment face à un changement sur les besoins en termes de service de nos clients qu'on n'aurait pas vu venir si on ne s'était pas posé toutes ces questions par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière. Donc en fait, il y a ça aussi dans la construction de ce A3, c'est vraiment s'intéresser à comment est-ce qu'on peut atteindre les objectifs de cette année et du coup quels sont les changements à considérer pour l'année qui vient. Il peut y avoir aussi, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait des nouvelles attentes, des nouveaux besoins sur le marché. Parce que, pareil, en contactant les clients, on s'est rendu compte que de plus en plus, les clients, ils s'intéressaient à des notions de durabilité, de produits reconditionnés. Et du coup, effectivement, c'est ce qui donne aussi des nouvelles idées ou des idées à creuser pour potentiellement leur proposer de nouveaux services. Alors, sur ce nouveau challenge, donc développer le service après-vente, je me suis vraiment focalisée sur 3 axes. Alors, le premier axe, c'est comprendre la valeur pour le client et chercher à augmenter la valeur pour le client. Le deuxième axe, parce qu'il y a vraiment une tension permanente entre ces 2 axes, c'est comprendre comment du coup faire en sorte que ça reste rentable pour l'entreprise. Et donc c'est réduire en même temps les coûts pour l'entreprise. Et tout ça n'est possible qu'avec l'aide de tous les collaborateurs, et donc en cherchant à développer les personnes. Et c'est vraiment le 3e axe sur lequel je me suis concentrée. Alors je vais commencer un petit peu à vous présenter le premier. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour comprendre la valeur des clients? Donc le premier point à comprendre, donc, pour comprendre la valeur, c'est vraiment de trouver des opportunités d'amélioration sur les produits actuellement en production. C'est vraiment ce qu'on appelle le value analysis. Et là, les produits SAV, donc les produits retournés par les clients, sont une super opportunité pour justement s'intéresser à la valeur pour le client, pour les produits en production. Le but de tout ça, c'est de trouver des opportunités d'amélioration pour les produits du futur. Donc là, on est vraiment dans l'axe value engineering. Et du coup, pour comprendre de quelle est la valeur pour le client, aussi pour l'avenir, du coup.
Donc là, on peut avoir des améliorations typiquement sur la qualité, la fiabilité. On va chercher aussi, en termes de valeur pour le client, à diminuer le prix des réparations et aussi à développer une nouvelle offre de service. Donc, pour comprendre la valeur pour le client, on a commencé à le faire en analysant chaque produit retour. Donc là, vous avez sur la photo un labo d'expertise SAV, dans lequel on vient diagnostiquer certains produits, notamment sur lesquels on n'arrive pas à tout de suite reproduire la panne qu'a vu le client. Et l'idée, c'est vraiment de considérer le produit retour comme un véritable cadeau venant du client. Parce que finalement, en nous retournant un produit qui n'a pas marché correctement chez le client nous fait comprendre qu'est-ce qu'on a encore à apprendre et qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris sur nos produits actuels. Donc là, l'idée, c'est vraiment de regarder chaque produit, parce que du coup, sur chaque produit, on va avoir un produit spécifique pour chaque client. Vous voyez sur la photo, il y a 2 personnes de l'équipe qui sont en train de diagnostiquer, de tester un produit retourné par le client. Et c'est pas toujours évident du coup d'arriver à reproduire les défauts. Des fois, ça peut être des défauts intermittents, ça peut être des défauts qu'on n'arrive pas à reproduire parce qu'on ne le teste pas exactement dans les mêmes conditions que le client. Et donc en fait, il y a toute une partie qui est hyper importante pour démarrer cette analyse, c'est d'écrire précisément le problème. Et là, on a besoin du verbatim du client, du motif de retour du client, et chaque mot compte, parce que chaque mot peut être un indice sur une condition d'utilisation spécifique du produit. Donc une fois qu'on a réussi à décrire le problème, qu'on a réussi à reproduire le défaut, l'idée c'est vraiment d'approfondir, d'aller chercher les causes profondes, donc vraiment de questionner le modèle causal et de tester nos hypothèses. Donc là aussi on a des hypothèses de cause, l'idée c'est de systématiquement le tester, de ne pas croire qu'on sait, mais du coup de vraiment aller tester nos hypothèses. Il y a un autre point qui est vraiment important pour comprendre ce qui se passe, c'est le fait aussi de faire le lien entre l'effet, entre la cause qu'on a confirmée et l'effet. Donc vraiment d'aller comprendre la théorie de ce qui est en train de se passer sur le produit. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi, du coup, aux équipes qui sont en train d'analyser le produit retour, d'aller chercher des experts et d'aller essayer de comprendre avec les experts qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la théorie du truc. Et du coup, ça débouche souvent sur ce qu'on appelle des topos techno, des topos techniques, qui sont faits par les experts. Parce que du coup, on ne sollicite pas seulement les experts d'autres services pour nous aider à résoudre le problème, mais vraiment pour nous aider à comprendre ce qui se passe, comprendre le problème. Et là, je refais aussi le lien avec la planche que vous aviez vue juste avant. Le fait de faire ça, donc souvent on trouve une erreur de design, une erreur de conception. Et ça nous permet du coup, avec notamment l'expert qui a compris de chaque métier, qui a compris ce qui se passait sur le produit en production, de trouver des opportunités d'amélioration pour les produits du futur. Donc là, on retombe vraiment dans le value engineering. Alors, je vous avais dit au début qu'il y avait un petit peu 2 aspects. Il y avait l'aspect produit et il y avait l'aspect service tout autour. Donc par rapport à l'aspect service, on est aussi en train de comprendre qu'est-ce que c'est que la valeur pour le client pour tout ce qui est service autour du produit. Là c'est un peu plus compliqué parce que du coup c'est le challenge, donc on démarre seulement à essayer de comprendre un peu quelle est la valeur sur la partie service.
Jusqu'à présent, là, ce que vous avez en photo, c'est notre mur client. Donc en fait, c'est un petit peu tous les clients avec qui on est en interface sur les différents problèmes qu'on a de nos produits dans leurs usines. Et l'idée, c'est vraiment de rentrer dans la tête de chaque client, de comprendre ce qu'il pense, d'avoir des contacts réguliers avec chacun d'entre eux. Et on s'est rendu compte que pour l'aspect service, c'était pas forcément les mêmes clients qui avaient, en tout cas qui comptaient pour l'aspect service. Donc là, ce que ça nous a obligés à faire, c'est finalement de recréer une nouvelle structure de communication. C'est d'aller chercher pour l'aspect service à qui est-ce qu'il faut qu'on parle. Donc là, en fait, on voit, j'ai mis en exemple, là, on avait trois clients sur chacun, 2-3 personnes sur chacun de nos clients qui étaient nos contacts privilégiés pour tout ce qui était produits retournés. On voit que, en fait, la liste, elle est en train de changer parce que, par exemple, pour l'aspect comprendre la stratégie SAV de nos clients, c'est pas forcément à ces mêmes interlocuteurs qu'il faut aller discuter. Et c'est un cas sur tous les sujets. C'est le cas aussi sur tout ce qui est support dans le field, les produits reconditionnés ou la maintenance préventive, par exemple. Donc on voit que la liste, elle s'allonge. Et du coup, c'est à chaque fois contacter un client, essayer de comprendre quel est son besoin. Et du coup, il va potentiellement nous aiguiller sur une autre personne qu'on va contacter à notre tour, etc. Jusqu'à essayer de vraiment comprendre progressivement, pas à pas, quelle est la valeur pour les clients en termes de service. Donc là, j'ai commencé par le premier point. Je vais du coup passer au deuxième. Donc en termes ça veut dire quoi en termes de rentabilité pour l'entreprise? Donc en fait, pour développer le service après-vente, c'est important aussi de chercher à réduire les coûts. Et en fait, on voit qu'il y a une tension permanente entre les deux, entre la valeur pour le client et le fait de réduire les coûts. Et en fait, réussir, ça veut dire réussir les deux en même temps. Alors on voit souvent, enfin en tout cas, l'approche un peu traditionnelle, c'est de se dire que le prix de vente, c'est finalement la somme des coûts plus la marge qu'on a envie de faire. L'approche Lean, elle est différente parce que du coup, on considère l'équation mais à l'envers. En fait, c'est la marge qui est égale au prix de vente moins les coûts. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le prix de vente, c'est pas nous qui le choisissons parce qu'en fait, il est fixé par le marché. Si typiquement, on met un prix de vente trop cher, il y a peut-être certains clients qui vont nous rendre en service et qui vont nous le dire. Ou, au pire des cas, ils vont rien nous dire, mais ils vont finir par ne plus acheter le produit. C'est vrai aussi pour le service après-vente, parce que l'alternative à nous retourner un produit pour qu'on le répare, c'est par exemple de ne pas le retourner et plutôt de privilégier l'achat d'un neuf ou potentiellement de partir à la concurrence. Donc c'est vraiment un point important. Du coup, la seule façon qu'on a si on ne veut pas toucher au prix pour être rentable et avoir de la marge, c'est du coup de réduire nos coûts. Et pour réduire nos coûts, notamment donc là par exemple le coût des réparations, là on revient dans l'analyse de chaque réparation, améliorer la qualité de chaque diagnostic, se poser par exemple, c'est du coup l'importance aussi de faire bon du premier coup. Parce que si on s'est trompé dans le diagnostic, qu'on a commencé à réparer certaines pièces et qu'on se rend compte que le diagnostic était mauvais, il faut tout refaire, il faut potentiellement réparer d'autres pièces, donc c'est des choses qui coûtent cher. Et du coup, c'est aussi vraiment travailler, ou en tout cas aider les équipes à améliorer leurs standards de diagnostic. Ça peut aussi être, au lieu d'utiliser des pièces pour le SAV, des pièces neuves, ça peut être des pièces reconditionnées, qu'on aura remises en état
à partir des pièces changées sur d'autres produits SAV. Alors le troisième axe, qui est peut-être celui sur lequel le Lean m'a le plus appris, ou en tout cas aidé à faire les choses différemment, parce que jusqu'à présent, finalement, les deux premiers points, j'ai pu aussi déjà commencer à les tester avec le management transverse. C'est vraiment développer les personnes. Et là, il y a vraiment un rôle clé du manager d'une équipe directe. Alors, au niveau du développement des collaborateurs, ce qui a été vraiment important pour moi, c'est de donner une orientation à l'équipe. Donc, c'est vraiment de leur donner du sens sur quel est le plan à réussir. Et du coup, c'est vraiment d'insister sur le quoi et sur le pourquoi. Alors, par exemple, le plan à réussir pour développer le quoi, c'est développer le service après-vente. Le pourquoi, c'est vraiment pour la satisfaction des clients et aussi pour que l'entreprise soit rentable. On retrouve vraiment les deux premiers axes. Là où c'est vraiment important qu'ils comprennent le quoi et le pourquoi, c'est pour pouvoir s'impliquer sur le comment. Et ce qui a vraiment été précieux, notamment au niveau du A3 de stratégie SAV qu'on a revu en équipe, etc., ça a été d'avoir toutes leurs idées sur le comment on pourrait faire. Et du coup, à force de discuter des idées, il y a des idées nouvelles qui sont arrivées et qu'on est actuellement en train de tester. Le deuxième axe, c'est en termes de développement des personnes. Donc là, on est vraiment sur le modèle en T. Il y a deux branches, en fait, à développer. Il y a la partie compétences des personnes. Et là, c'est vraiment sur la résolution de problèmes. Donc, on l'a vu avant, c'est résoudre les problèmes sur chacun des retours qu'on reçoit au niveau du SAV. Le deuxième axe, c'est développer le teamwork, donc c'est-à-dire leur capacité de travailler au-delà des silos. Donc vraiment d'aller chercher les experts des autres équipes pour, par exemple, les aider à comprendre la théorie, comprendre ce qui se passe, les mécanismes sous-jacents à un problème, etc. On voit un exemple là, notamment le type de topo techno fait par les équipes avec les équipes d'experts. Alors, un de mes rôles aussi de manager, ça a été de m'assurer que les conditions soient réussies, que les conditions soient réunies pour réussir le plan. Donc en fait, on voit sur la photo qu'il y a un petit peu deux parties. Il y a l'aspect challenge. Donc par exemple, c'est vraiment ce que l'équipe doit réussir. Mais en termes de challenge, c'est pas forcément l'objectif. C'est par exemple diviser par deux le nombre de produits sur lesquels on n'a pas réussi à reproduire le défaut du client. Pour réussir ce plan-là, il faut que les conditions soient réunies pour eux. Parce que si en même temps, ils passent leur temps à être embêtés parce que la bête test qu'ils veulent utiliser est en panne, ils ne vont pas pouvoir se focaliser sur comment est-ce que je fais pour comprendre ce qui se passe sur le produit. Et donc là, l'idée, ça a été de visualiser et pour justement pouvoir le partager en équipe sur le diagramme 4M, donc en focalisant sur la main-d'œuvre, la matière, les machines et les méthodes, où on retrouve par exemple tous les problèmes qui les embêtent au quotidien et sur lesquels c'est aussi mon rôle de les aider et de les résoudre pour justement leur permettre de réussir le plan. Donc pour conclure, le TPS, le Toyota Production System, ça me donne vraiment le cadre. C'est un cadre, c'est un échafaudage d'apprentissage qui me montre en fait quelles sont les prochaines étapes. Et du coup,
On revient, enfin, dans ma présentation, on reprenait un petit peu différents axes, hein, la satisfaction du client, la satisfaction des collaborateurs, la confiance mutuelle. En fait, le cadre que ça donne, c'est du coup, c'est faire le bon produit ou le bon service, le faire bien et en s'intéressant finalement à chaque client et à chaque collaborateur. Merci. Allez, c'est le moment où vous bossez maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Ah bah super. Bonjour Nathalie. J'ai une question sur le dialogue mis en place, je ne sais pas si c'est en direct avec les utilisateurs ou des clients acheteurs. C'est des utilisateurs ou des clients acheteurs avec qui vous avez un dialogue direct avec le SAV? Alors, on a commencé par avoir un dialogue direct avec les clients acheteurs, parce que c'était vraiment nos points de contact. Et en fait, on est passé par eux, donc on a commencé à leur poser des questions, à s'intéresser à comment ça se passait au niveau de leurs propres clients utilisateurs. C'est pas forcément évident d'avoir accès tout de suite aux clients utilisateurs, parce que c'est quand même pour la plupart de nos clients des grosses organisations de services. Donc nous, on est finalement que fournisseur d'une des composantes du système qui est vendu à l'hôpital. Mais même si on n'a pas directement accès du coup aux clients utilisateurs, on commence, à force d'impliquer nos clients acheteurs, on commence à avoir accès à des personnes de chez eux, de l'organisation de service de nos clients, qui vont s'occuper des problèmes directement qui se posent dans les hôpitaux, où on va avoir accès par exemple aux personnes qui s'intéressent au cycle de vie des produits, enfin de leur système, et du coup qui s'occupent aussi des hypothèses qui prennent sur la base installée des systèmes, des produits, qui s'occupent de la fin de service de leur système. Donc au fur et à mesure, on arrive à avoir de plus en plus d'infos, mais c'est vraiment en passant, en contactant une personne qui va nous ouvrir la porte vers une deuxième, et ainsi de suite. Si je peux me permettre juste sur la continuité de cette question, c'est que ça prend combien de temps en fait de mettre en place ça? Parce que si j'ai compris, c'est essentiellement avec les clients acheteurs que vous avez les retours des utilisateurs finaux. Mais ça met combien de temps pour mettre en place cet état d'esprit, démarche, stratégie, je ne sais pas comment l'appeler, avec vos clients? Eh ben, en fait, tout l'aspect service, là, j'ai pris le poste depuis le mois de février, donc ça fait 6 mois. Et en fait, on est encore en train, on n'a pas encore concrètement, on commence à avoir quelques idées de service, mais c'est un travail qui est encore en cours. Donc oui, ça prend du temps. Mais par contre, la clé, ça a vraiment été de se dire, on prend ce temps, et ce temps qu'on prend au début, il est important pour ne pas se tromper par la suite, ou essayer de se tromper le moins possible par la suite. Du coup, tu parles de temps. La question que je me posais, c'est pour embarquer tes collaborateurs dans le Kaizen et les initiatives d'amélioration. Concrètement, c'est quoi le temps que tu leur accordes dans une semaine de travail pour pouvoir travailler là-dessus? Et comment tu arrives à protéger ce temps du temps de production proprement parlé? Alors, en fait, on a la chance d'être... C'est pas des équipes de production, c'est vraiment des équipes de techniciens. Et on n'a pas entre les mains tous les produits retournés par nos clients. On a vraiment ceux sur lesquels on a encore quelque chose à apprendre en fait. On se rend compte qu'on n'arrive pas à les diagnostiquer correctement. On se rend compte qu'on a besoin de passer du temps d'expertise pour comprendre ce qui se passe et arriver à comprendre du coup les conditions d'utilisation par le client, etc. Donc en fait, on a la chance de ne pas être dans un contexte de temps très rythmé avec un tact production. Notre tact, il est beaucoup plus grand. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir, concernant les challenges, tout à l'heure vous en parliez, est-ce que vous avez un espace collaboratif, genre OBA par exemple, pour
susciter la réflexion de vos équipes et les échanges entre eux? Oui, donc on a notamment l'espace là que j'avais montré sur la dernière photo. Dans cet espace-là, il y a vraiment aussi l'aspect, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres aussi au niveau de nos bureaux, etc. Où, par exemple, typiquement, on va afficher les A3 de stratégie sur la stratégie qu'on veut mettre en place. On va afficher les KPI clés. On va afficher c'est quoi les points à réussir. Oui, et c'est vraiment le fait de les afficher, en fait, ça permet à chacun d'avoir sous les yeux le plan à réussir, en fait. Et effectivement, ça permet d'échanger, de construire le plan ensemble, d'avoir justement des idées, des nouvelles des collaborateurs. Donc c'est un des points clés, c'est effectivement le lien avec ce qui est affiché dans les OBIA. En attendant que vous réfléchissiez aux questions, il y a quand même un truc extraordinaire dans ce que nous dit Nathalie. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Juste avant la prochaine question, je fais ce petit point et après on repart sur les questions. Là, elle est en train de nous amener dans un autre monde du Lean dont on n'entend pas souvent parler, qui est la stratégie. Le Lean, c'est la stratégie. C'est la stratégie d'entreprise, c'est la stratégie qu'elle a choisie pour son business. Je ne sais pas si vous voyez le SAV, on en a tous, j'imagine dans vos entreprises, vous avez tous des SAV. Le SAV, souvent, on le regarde plutôt sous l'angle de « il y a un problème, j'ai une plainte, je gère la plainte ». Et éventuellement, on peut avoir un mur client pour se dire « bon, on ne va pas laisser tomber notre client, on va quand même l'aider avec sa plainte, l'aider avec son problème, et puis essayer de le résoudre, de trouver une gestion de conflit win-win avec le client sur ce problème ». Là, Nathalie, avec son équipe, elle l'embarque dans un autre sujet, c'est-à-dire comment je vais aller utiliser mes plaintes clients, utiliser ce sur quoi je suis en train de faire galérer mon client, pour du coup apprendre de la valeur, explorer, tu l'as nommé comme ça, explorer la valeur nouvelle, donc on part sur le terrain de l'innovation, et non pas de la maintenance des produits déjà connus, et c'est ça qui bascule vers de l'innovation et donc vers de la stratégie business pour aller explorer d'autres sphères, pour faire développer la boîte, développer le service déjà, développer le chiffre d'affaires. Et en fait, elle le fait... Donc déjà, il y a cette première partie, et elle le fait non pas en disant « Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est ça qu'il faut faire, voilà la stratégie, on y va, tous mes petits copains là, appliquez la stratégie qu'on a définie et faites le truc ». Elle le fait en impliquant et les clients et les collaborateurs. C'est complètement, ça retourne complètement le système par rapport au système établi et connu de Taylorist qu'on connaît bien au management financier. Donc c'était génial, merci beaucoup. Merci. Il y avait une autre question par là-bas. Merci, bonjour. Donc moi je suis dans la pharma santé animale. D'abord merci pour la présentation, j'ai trouvé la démarche super intéressante. Bravo. Et ce qui m'intéressait, c'est la partie teamwork, vous dites, pour faire grandir les équipes, vous les poussez à aller chercher auprès d'experts extérieurs. Voilà, je voulais savoir comment vous embarquez ces experts-là qui sont en dehors de l'équipe et comment se passe l'acceptation du transfert de savoir et expertise. Alors, effectivement, c'est pas quelque chose de facile parce que on a pas mal galéré à les embarquer parce qu'effectivement, par définition, les experts, ils sont sur plein de choses. Ils sont sur les projets, les nouveaux produits, ils sont sur les problèmes de production, ils sont sur les problèmes que rencontrent nos clients sur les produits actuels. Et on avait du mal à les amener chez nous, à venir travailler sur les problèmes des clients. Et là, c'était aussi lié, finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on leur demandait, c'était des solutions à nos problèmes. Donc on les sollicitait uniquement pour dire, là il faudrait changer quelque chose sur le produit, le client se plaint, aide-nous à trouver une solution. Et vraiment le grand changement qu'il y a eu, c'est à partir du moment où on les a impliqués, on les a fait venir, pas pour nous trouver des solutions, enfin ça c'est venu naturellement après, mais du coup pour nous aider à comprendre ce qui se passait. Et en fait, du coup, ça les a motivés en fait à travailler sur ces sujets parce que c'est des personnes expertes, c'est des personnes techniques qui aiment bien essayer de comprendre ce qui se passe, aller chercher dans la théorie, l'expliquer
Et le fait de leur demander aussi de nous faire des topos techno sur ce qu'ils ont compris, et ben du coup, ça les a vraiment motivés et on a vraiment vu un changement par rapport à la difficulté qu'on avait à les amener à travailler sur les problèmes des clients. Bonjour, merci. Est-ce qu'avec tout l'apprentissage que vous avez réussi à collecter, vous sentez qu'il y a une inflexion sur la stratégie de la boîte et la direction de l'entreprise? Alors c'est encore un peu tôt, parce que c'est vrai que c'est depuis le mois de février. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, notamment dans la partie construction du plan, le fait qu'on se soit intéressé à analyser ce qui s'était passé l'année dernière, à aller trouver des explications, on a réussi à notamment se faire des alliés dans cette progression-là, dans notre élaboration de la stratégie. Et là, ça a été intéressant parce que du coup, on a par exemple eu des alliés dans d'autres directions, la finance, qui a pris le point à nous aider à rouvrir les négociations, par exemple, des types de forfaits SAV à proposer. Enfin, et du coup, c'est encore un peu tôt, mais c'est vrai que le fait de partager de cette façon-là la stratégie SAV, ça ouvre des portes en fait. Il y a un point hyper intéressant dans recruter des alliés. Un leader n'est pas un leader s'il est tout seul. Il a besoin d'alliés pour créer un mouvement, pour avoir des followers et puis pour créer ce que tu es en train de créer en fait. Et en fait, il y a une slide avec un point de pivot vachement intéressant pour pouvoir recruter des alliés. C'est comment je passe de qui fait quoi, plan d'action et qui fait quoi pour quand, le truc qu'on connaît assez facilement, à qui doit parler à qui n'est pas en train de se parler et il devrait se parler. Donc on revient sur ce que disait Raphaël tout à l'heure, la collaboration, faire collaborer les gens. Là, vous avez un exemple très concret de comment je trouve des alliés, comment je crée une structure de communication. Et tous, étant a priori intéressés par le lean, on a vraiment besoin de ça. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de partir en pause? Merci, bravo Nathalie tout d'abord. Parce que tu dis travailler sur des cadeaux, les produits que te ramènent les clients, c'est comme des cadeaux empoisonnés. Donc je suppose que la relation au départ, elle n'est pas tout le temps simple. Donc on a dit comment tu provoques la collaboration des experts, t'en faire des alliés. Est-ce que tu sens que tu te fais des alliés, des clients, que ça a changé la relation avec les clients, qu'eux aussi rentrent dans cette collaboration avec vous? Oui, alors on a la chance d'avoir des clients quand même assez proches, parce que du coup, effectivement, je disais que Trixel, c'est une joint venture, donc nos actionnaires sont aussi nos clients, c'est pas forcément les mêmes équipes, mais du coup, on a quand même des liens un petit peu privilégiés. Mais c'est clair que notre changement de posture sur la façon de considérer les retours, il y a vraiment une confiance qui s'établit avec les clients. Et c'est vrai qu'on va assez loin du coup dans les clients parce que là on a vu des exemples de A3 de stratégie, mais on fait aussi des A3 de résolution de problèmes sur les problèmes de nos clients et on leur présente en fait. Donc l'idée, on est vraiment dans une démarche de leur expliquer ce qu'on a compris, pas seulement de leur expliquer la solution. Et oui, ça crée vraiment une relation de confiance. Et du coup, ça fait aussi que, ils nous aident, notamment, par exemple, quand on a un motif de retour d'un problème qui n'est pas très clair. Et ben, du coup, on a cet échange-là avec eux. Donc, on va leur demander des infos supplémentaires, dans quelles conditions ils ont vu ce défaut. Donc, c'est vraiment une relation win-win qu'on est en train de créer avec nos clients. Une dernière question? Faire durer le plaisir. Moi j'ai une question. Ici. Allô? Ah oui, pardon. Il y a pas de souci. Ce que j'adore, c'est que tu nous amènes à regarder le service client non pas comme un foyer de perte, mais comme une source de valeur. Si j'ai bien compris. Quels sont les économiques que tu regardes? C'est quoi les indicateurs financiers que tu regardes? Alors, ce qu'on regarde, c'est le chiffre d'affaires du SAV et c'est la marge. Et ce qu'on regarde aussi, et ça c'est une vue qui est super intéressante, c'est... Alors,
on regarde encore moins la partie service, parce que ça, c'est encore tout est encore à développer, mais pour la partie forfait de réparation, ce qu'on regarde aussi, c'est le ratio entre non seulement la marge qu'on fait, mais le ratio entre le prix de notre réparation et le prix d'un produit neuf. Ça nous donne une idée qu'effectivement, si on voit qu'on est à 80% pour une réparation du prix que leur coûterait un produit neuf, c'est trop cher. Enfin, dans ce cas-là, il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour le client d'aller vers de la réparation. Et ça nous aide effectivement à se dire que sur certains produits sur lesquels ce ratio est vraiment pas favorable, où on est très élevé par rapport au prix neuf, c'est les produits où justement il faut aller chercher les réductions de coûts pour progressivement arriver à, tout en gardant une certaine marge, arriver à rebaisser les prix de vente des réparations. Je pense que c'est la fin, le go pour... non, le go pour la pause, mais le micro ne veut pas. Nathalie, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci. On se retrouve... Combien de temps on se retrouve dans cette salle. Donc là, le cocktail est dans le hall par lequel vous êtes arrivés. Donc on se retrouve tous là-bas. Et puis on se retrouve ici dans la salle un peu avant 16h10 pour reprendre vraiment à 16h10. Donc voilà, ça nous laisse, je crois, une petite demi-heure, 25 minutes, je crois. À de suite.